Alors, on va terminer en beauté cette édition 2024 de Biomime Expo. J'en reviens pas en disant ça, qu'on soit arrivé au bout et que ce soit à peu près bien passé. Vous étiez content d'être là? Cool. Bon, bah, ça fait plaisir. C'est vrai que cette édition 2024 était un peu osée parce que on était sur un nouveau lieu qui se mérite un tout petit peu. Il faut marcher un peu, mais une fois qu'on est là, on est plutôt content. Mais édition un peu osée parce que nouveau lieu, donc découverte. Et quand on organise un événement, il y a un peu de logistique. J'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, mais 1 million de merci à Elodie Maginel, qui est notre directrice de prod et sans qui on ne pourrait pas réaliser Biomime Expo. Donc nouveau lieu, un peu de contraintes logistiques, il faut se l'approprier. Et puis c'est 2 fois plus grand que ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Donc Biomime Expo 2024 a doublé de taille. C'était déjà sympa à la Cité des Sciences pour ceux qui étaient venus. Mais il faut savoir qu'ici, il y a 4000 m² d'expo qu'on a utilisé pour Biomime Expo 2024. C'était 1600 à la Cité des Sciences. Et on avait 55 à peu près exposants à la dernière édition. Il y en avait 116 ici. Donc l'événement a doublé de taille, ce qui n'était pas une mince affaire. Et donc on est très heureux de vous avoir proposé ce format et cette édition 2024. Et toujours en fait surexcité à l'idée de nous réémerveiller collectivement de ce vivant génial qui nous entoure et qui est évidemment notre seule solution d'avenir. Et donc on va terminer, comme je le disais, avec beaucoup de bonheur en écoutant sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour qu'il me rejoigne sur scène, Gilles Boeuf. Un grand merci. Un grand merci Gilles. Tu fais partie de ce que j'aime bien appeler les compagnons de route de cette grande et belle idée de prendre modèle finalement sur quelque chose de plus grand que nous. Idée universelle et évidente. Donc ravi de te laisser la scène pour 20-25 minutes de présentation, 30, enfin jusqu'à 17h30 à peu près. Et puis ensuite on sortira tous. Et on fera une grande photo là-bas sur l'herbe, tous ensemble. Donc merci. On a écrit plus de vie au pluriel pour plus d'avenir. Merci beaucoup Gilles, à plus tard. À tout de suite. Merci beaucoup Alain. Sans toi, ça n'aurait pas été possible ceci. Moi, je suis très fier d'être là ce soir aussi. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Alors je vais vous parler un petit peu de l'inclusion de l'humain dans le vivant non humain qu'on a un peu oublié. Et il y a des stands qui s'appellent Nous sommes vivants. Je le raconte depuis 35 ans. Nous sommes vivants, on l'a oublié. Un kiné, c'est 3/4 de flotte liquide. Hein, vous le prenez dans vos bras, vous l'adorez. À 5 ans, un gamin, c'est 70% d'eau. Là, dans nos générations, on est entre 65 et 63% d'eau. Un peu plus d'eau chez les garçons que chez les femmes, c'est comme ça. Et donc, dire aux humains qu'ils sont stars. Et dans les plus grandes écoles de France, ils ne savent pas, ils sont faits d'eau. Donc de sel, puisque l'eau agressive, naturelle, l'eau pure est issue de sel et de cellules. Et je vais commencer par vous dire une chose, vous montrer que nous sommes animaux. Vous avez la même glande thyroïde qu'une truie. Je suis endocrinologue, c'est mon métier de base. Je passe un long moment de ma vie à travailler sur les hormones qui contrôlent le changement de la vibration chez les sons. Les hormones de la métamorphose. On est foutu pareil en fait. Hein. Donc ça, admettons-le. Et vous allez voir, on n'est pas que ça par contre. Hein, je vous parle avec la technologie humaine ce soir. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que j'adore l'humain quand il fait des trucs qui servent à rien. Oui, ça marche pas très bien celui-là. Moyen. Et vous allez voir que c'est super intéressant parce que si on veut toujours ramener nos enfants à l'efficacité, à la promptitude, à l'efficience, non. Vous allez voir que, vous vous rappelez du film La Panthère des Neiges, j'adore les 2 protagonistes. En fait, la panthère les a vus quand ils pénètrent son territoire le premier jour. Mais la film, en l'ayant vu 3 mois après, elle a le temps. Et nous, on n'a plus le temps. Tout a commencé dans l'océan, moi qui suis très lié à l'océan depuis toujours. Je vous ai mis ici un caillou hyper moche dans les collections du muséum. C'est un fragment de météorite qui tombe sur Toulouse en mai 1864. Et là, un brave paysan du Lot-et-Garonne ramasse ce caillou.
Aucun animal n'aurait fait ça. À quoi ça sert de ramasser un morceau de météorite? C'est génial. Il l'oublie, la famille, 100 ans dans une caisse à oignons, et on le retrouve au début du siècle, là. Et tu sais, ton caillou, c'est une météorite. Oui, l'arrière-grand-père l'avait ramassé, tu me la donnes. Et le caillou finit à Paris, rue Buffon, devant les plus puissants outils de géochimie qui existent, des nanosondes. Et là, on le date, grâce aux isotopes du chrome. Et là, votre cœur s'emballe. C'est hyper moche, mais l'histoire qu'on raconte est géniale. C'est un caillou qui a l'âge de la Terre et du Soleil, 4,6 milliards d'années. Alors, quand vous le caressez, le cœur s'emballe. Hein. Et c'est le rôle de la science. Vous émerveillez à partir d'un truc apparemment super moche. C'est ça, le rôle de la science. Et je vais le crier qu'une seule fois. La science n'est pas une opinion. Hein, la datation de ce caillou, on l'a fait valider par beaucoup de laboratoires, c'est 4,6 milliards d'années. L'océan, il ne bouge pas depuis 100 millions d'années. La vie va s'y développer. Et là, je vous ai mis un estuaire. J'aurais pu mettre d'ailleurs la Gironde de chez moi aujourd'hui. C'est à Madagascar. Donc vous avez en aval, vous avez de l'eau de mer, en amont de l'eau douce. C'est quoi l'eau intermédiaire qui est là? Regardez. Regardez avec tendresse votre prochaine prise de sang. C'est votre sang en ce moment. Il y a des médecins dans la salle. 142 millimoles de sodium. Tous les humains sont comme ça, les grands, les petits, les moches, les garçons, les filles. 142 millimoles de sodium, 105 millimoles de chlorure, 3 millimoles de potassium. À 6, c'est le coma profond. Et l'océan est aussi contrôlé que vous et moi. L'océan, c'est 560 millimoles de chlorure, 450 millimoles de sodium et 11 millimoles de potassium. Alors, en physiologiste expérimentateur, j'ai fait de l'eau de mer sans potassium. Il n'y a pas de vie possible. Donc la vie, quand elle s'est développée, a tenu compte des grandes lois physiques en fait, de l'univers. Les lois de la physique sont universelles depuis toujours. Quand la vie apparaît, elle doit en tenir compte. Et c'est ça tout le mérite du vivant qui s'est adapté à ces conditions. Ça, c'est le plus ancien fossile qu'on a dans les collections à Paris. C'est une cyanobactérie d'Australie datée à 3,45 milliards d'années. Et regardez, tout à l'heure, vous allez sortir avec émotion. Il y a une flaque d'eau là, devant la salle. Il y a des cyanobactéries dedans. Comment elles ont fait pour durer 3,5 milliards d'années? Quand on me dit chef d'entreprise, entreprise durable, alors la plus belle c'est quand même la vie, hein. Je rebondis sur ce que disait Alain hier matin, c'est ça, la meilleure entreprise de la Terre c'est la vie. Et quand on parle de biodiversité, en fait pour la définir de façon très simple, hein, on confond souvent nature et biodiversité, c'est pas la même chose. Hein. Un cristal de quartz, une marée, le vent, c'est aussi la nature. La biodiversité c'est la fraction vivante de la nature. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir dans le crâne depuis le départ. Et alors la question c'est comment elle a fait cette vie pour durer aussi longtemps? Alors c'est quoi le vivant? Des bactéries, partout. Une bactérie c'est une enveloppe avec de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur. Et ça communique en permanence. Le vivant on ne l'enferme jamais. La clé du vivant, ça communique tout le temps, en permanence. Il y en a partout. Votre trou de nez, vos cheveux, le siège de la bagnole tout à l'heure, votre salade à midi, vos carottes, il y en a partout. Sans bactéries, on ne peut pas digérer, on ne peut pas vivre, on ne peut pas tomber amoureux non plus, hein, si on est en désordre de relation avec nos bactéries. Alors ça, c'est intéressant quand même, finalement. Et ces bactéries, elles sont sur un corps humain plus nombreuses que nos cellules humaines, sur et dedans. Le plus beau écosystème étant le tube digestif et l'utérus chez les femmes. Génial système, plein de bactéries, génial. Les protistes, alors eux, ils sont de plus grosses cellules. Là, on part avec Tara Océan. Et puis, effectivement, on ramène sur 4 ans 600 000 séquences d'ADN pas connues, des virus, des bactéries et des protistes, des grosses cellules à noyau. Ça différence, elles sont plus grosses que les bactéries, mais elles ont un noyau. Là, je vous ai mis des dinoflagellés, des microalgues de l'océan. Il y en a partout. Alors, vous me direz, oui, bon, c'est sympa, c'est joli, effectivement, mais bon, on s'en fout un peu. Attendez. Parmi les protistes, qu'est-ce qu'elles font, ces cellules? Plus de la moitié de l'oxygène de la Terre. Il n'y a pas que les arbres, hein. Il n'y a pas que ce qu'on connaît chez nous avec nos arbres et nos plantes supérieures. Le plancton de l'océan vivant, c'est lui qui gère ce climat à l'heure actuelle. Et on fera 20 COP sans parler d'océan. Et je suis venu comme conseiller scientifique de la COP 21 en 2015 pour qu'on parle d'océan, pour qu'on parle de vivant. Franchement, on s'en fout complètement que le climat change, il n'y a pas de vie sur la Terre. Hein. Et dans la vie, il y a des activités humaines, bien sûr. Hein. Et puis les femmes aussi. On n'avait jamais parlé du rôle des femmes dans ces perceptions de ces systèmes climatiques et de vivants. Elles ont joué un rôle essentiel. Et j'étais émerveillé en écoutant les Africaines d'Ouganda ou du Tchad parler du vivant en Afrique. Et puis vous avez aussi, bien sûr, les levures. Levure, tout le monde s'en fout. Attendez, sans levure, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage, pas de français. Et pas de Bumim Expo.
Alors on me dit, ah ben oui, peut-être que je suis chef d'entreprise, moi, mais tes trucs là, ah ben oui, effectivement, qu'est-ce que vous bouffez? Que du vivant. Avec qui vous coopérez? Que du vivant, je vais vous le démontrer tout à l'heure. Le moindre désordre de relation entre ces bactéries dans nous et sur nous et nos cellules humaines, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle, c'est Alzheimer, c'est l'autisme. Ah, peut-être que vous avez raison, peut-être qu'ils sont importants en fait, ces micro-organismes. Les plantes et les champignons, hein. On a mis Marc-André parlait merveilleusement des champignons hier après-midi. Et puis nos animaux, alors j'ai choisi mon chouchou, un tardigrade, un petit ourson à 8 pattes qui est absolument génial parce qu'il vit à très haute température, à basse température. Alors quand on l'embête trop, bah écoutez, il devient une graine, il perd sa tête, ses pattes, il attend 100 ans, 200 ans. Et quand le milieu redevient correct, eh ben, il refait une tête et des pattes. Et si elle a une copine tardigrade, ils font des bébés tardigrades. Sur là, ils s'en foutent un petit peu du changement climatique. Ils étaient là bien avant nous, ils sont là bien après nous. Et le seul endroit où il n'y a pas de vie sur la Terre, ce sont les laves de volcans, qui ont joué un rôle très important dans les grandes crises d'extinction. Hein. Les laves, c'est au moins 1000 degrés. À 1000 degrés, il n'y a plus rien. Et l'image du milieu, là, ça c'est le volcan de la Réunion qui a craché. On vient donc voir la lave quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours après l'éruption. Elle va se solidifier. Et là, on mesure très précisément comment le vivant se réinstalle dans ce milieu qui devient effectivement propice à la vie. Ah, les virus. Une image de coronavirus. Ce truc, en fait, c'est assez génial. Bon, alors, réfléchissez un petit peu. Vous avez tous 22 000 gènes d'ADN. On est beau, on est fier. L'humain est tellement génial. Il est supérieur à tout. On domine la nature. 22 000 gènes. Lui, il en a 15. Comment il a pu nous emmerder comme ça avec 15 gènes? Regardez vos photos il y a 4-5 ans avec nos masques. On n'avait pas l'air fin, finalement. On a mis ça à nos gamins. On n'allait plus à l'école. Les entreprises s'arrêtaient. On n'avait pas le droit d'aller faire du vélo. Ou d'aller faire du surf à la canot. Personne ne s'est contaminé en faisant du surf ou du vélo. On se contaminait dans la même pièce, avec la même machine à café et la même clim à Paris. Et là, on a dit tout et n'importe quoi. L'humain n'a pas inventé ce virus. Il a inventé les conditions du saut d'espèce de la chauve-souris à l'humain. Puis après, il a disséminé à une vitesse effroyable. Vous vous rappelez ce vol du 20 janvier 2020 Wuhan, Milano, ça explose. Et ça cogne partout parce que nous n'étions pas tellement prêts à rencontrer ce virus. Le virus, je rappelle qu'il n'a pas de tête, il n'a pas de pattes, il n'a pas de jambes, il n'a aucune idée particulière, hein, ni une obsession, mais il faut qu'il se reproduise. Et pour se reproduire, il ne sait pas le faire tout seul. Il faut qu'il pénètre les défenses d'une cellule extérieure, une cellule pulmonaire, une cellule hépatique. Et une fois qu'il a contourné ces défenses-là, il s'installe et il utilise la machinerie de la cellule pour faire des petits virus. Celui-ci a été très infectieux, mais pas très virulent. On va arriver à 10 millions de morts. C'est quand même pas que les accidents de trottinette, quand même. Hein. Et puis là, on va se rendre compte effectivement qu'il a tué, moyenne des morts en France du coronavirus 19, 76 ans. La moyenne de vie des humains français mâles, c'est 79 en ce moment, et des femmes 84. C'était pas une maladie pédiatrique. Hein. Donc tout ça, il faut réfléchir comment ça se passe, bien sûr. Alors les écosystèmes. Ça, au CEBIOS, on en parle souvent parce qu'on les aime bien. C'est quoi un écosystème? C'est une construction biologique entre des espèces vivantes qui s'acoquinent, qui se groupent pour créer quelque chose. Alors, de la forêt tropicale humide, du récif corallien, des plaines céréalières, des eaux douces, des mares, des aquatiques, des zones humides, les pôles, le désert, la haute montagne. Mais n'oubliez jamais celui-là. Ça, c'est un utérus en bas, rempli de bactéries, avec l'intestin d'un bébé à la naissance, qui est quasi axénique. Il n'y a pas de bactéries dedans, ou très très peu. Et ça, vous allez voir, c'est fondamental. C'est le plus bel écosystème que l'on a au sein de chacun d'entre nous. Au moins 1000 espèces de bactéries dans un utérus et un intestin humain. Alors vous me direz, on n'en connaît pas la moitié. Et on partage tous les deux avec mon ami, on en a 180 en commun, exactement les mêmes. Puis il y en a d'autres qui sont chez toi et pas chez moi, en permanence, c'est comme ça. Et je vais revenir tout à l'heure, vous allez voir, à l'ensemencement bactérien du bébé par sa maman au moment de l'accouchement. C'est super intéressant. L'eau. On ne peut pas parler de biodiversité sans parler d'eau. Avec Alain, souvent, quand on parle, et avec Kalina, on parle de biomimétisme. Le vivant sait très bien gérer l'excès d'eau, le manque d'eau, la distribution de l'eau, les précipitations, en fait. Et l'humain a tout détruit. Vous vous rappelez, dans l'Aude, il y a 2 ans, l'Aude montait de 1 mètre à l'heure. Des autoroutes, des aéroports, des parkings. Montpellier a la plus grosse surface de parking de supermarché en France. Non poreux. Dès qu'il pleut, on est inondé très très vite. L'humain, comme disait mon ami Robert Barbeau en 2006, c'est un éléphant dans un jeu de quilles.
Et tout ça, ce n'est pas le fait du hasard. L'humain est bien effectivement profondément là-dedans. Alors, quand il ne pleut pas sur Terre, on apprend ça à l'école primaire ou à l'école maternelle, c'est un désert. Là, je vous ai mis le désert le plus sec du monde. Atacama, à la frontière entre Chili et le... Il n'y a rien, il n'y a même pas de bactéries. Et je vous ai mis le petit graphe au-dessus. Tout ce qui n'est pas noir, là, je pars des vers de terre jusqu'aux humains, c'est la quantité d'eau d'un organisme vivant. Quand la vie sort de l'eau, la clé, gardez l'eau à l'intérieur. Et ça, c'est super intéressant. Eh bien, figurez-vous que les 10 ou 12 ans, liés au phénomène El Niño, dans ce désert où il ne pleut jamais, il n'a pas plu depuis 500 ans, à la périphérie, voilà le désert en quelques jours. On appelle ça le Desierto Florido. On a eu un magnifique désert fleuri en octobre 2023, puisqu'on savait qu'on avait eu un phénomène El Niño, on allait l'avoir très fort. Ça dure 3 semaines. Là, vous ne voyez pas les papillons qui vont venir, les oiseaux, et puis il arrête de pleuvoir, et ça repart pour 12 ans vers l'aridité extrême. Je vous persuadais que l'eau, c'est la molécule clé du vivant. Avant l'ARN et l'ADN, c'est l'eau liquide. Et c'est parce que l'eau est liquide sur la Terre que la vie s'y trouve, finalement. Là, l'humain s'amuse à jouer au dieu. Il dérive le Nil au Soudan et puis il fait de la biodiversité dans le désert. Et je vous ai mis le plus sec que j'ai pu trouver comme être vivant, une graine de date, c'est 5% d'eau. Et parmi les plus hydratés, une méduse ou bien un tunicier marin, c'est 95-98% d'eau. On avait un bébé 75%, nous aujourd'hui 65%. Comprenez pourquoi cette eau elle est vitale. On ne peut pas s'en passer. Là voilà, l'aspect effectivement social qu'on oublie toujours. Et quand Nicolas Hulot est parti, il a dit faites gaffe. Vous allez augmenter le prix du carburant, du gasoil en l'occurrence. On est donc en novembre 2018, on l'augmente de quelques centimes, 10 centimes à peine. C'est la révolution. C'est les gilets jaunes. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus augmenté le gasoil et on n'a pas la même révolution. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui veut dire que chaque fois qu'on change soit le climat, soit le vivant, on a un impact social qui est essentiel. On ne peut pas l'oublier. Et c'est en ne gérant pas ça qu'on a eu ces crises diverses sociales et sociétales. Là, les femmes africaines, 20 fois je me suis arrêté, mesurer le volume de ces bidons de plastique chinois qu'elles ont sur la tête. Entre 15 et 20 litres. Elles partent le matin chercher de l'eau à 15-20 km. Elles reviennent, même distance, avec le bidon lourd sur la tête ou entre les bras ou sur un vélo. Et quand elles font ça, elles ne vont pas à l'école. On réglera les crises d'immigration quand les femmes iront à l'école. Une petite fille éduquée fait beaucoup moins de mômes qu'une petite fille qui ne l'est pas. Alors en plus, non seulement il n'y a aucune rémunération, personne ne les rémunère pour faire ça. Troisièmement, en Afrique, les femmes ne sont jamais propriétaires foncières des terrains sur lesquels elles travaillent. C'est interdit par la loi kenyane. Et le quatrième problème, elles font des mauvaises rencontres en route. Alors ça, c'est pour moi la question d'écologie absolument essentielle dont on ne parle jamais en France. On parle d'immigration, ils vont nous envahir. Commençons par régler ces questions-là. Rendons ces gens-là heureux chez eux, en travaillant avec eux, avec leurs systèmes sociaux qui marchent très bien. Une anecdote que j'ai vécue au Cameroun récemment. On a fait des réserves, nous les Européens, les Français au Cameroun, beaucoup, qu'on avait conçues à l'époque en faisant des inventaires de biodiversité. Aujourd'hui, quand on va avec le muséum faire des inventaires actuels de la biodiversité, les zones sacrées sont beaucoup plus riches que les réserves naturelles faites par les Européens. Il fallait qu'on étudie avec eux le système au départ. On aurait fait les réserves dans les zones sacrées, on aurait beaucoup plus d'efficacité. Un braconnier n'ira jamais tuer un éléphant dans une zone sacrée. Et là, on a calculé les heures sup. Ça plaît beaucoup aux entreprises, les heures sup. Beyond, c'est milliards en anglais. 40 milliards d'heures sup, simplement. Collecting water avec le changement climatique. Alors, la biodiversité. On est en Guadeloupe, il y a 12 ans. On a fait un énorme trou dans le sable, dans le parc de Guadeloupe. Et là, on trouve des trucs. Alors, je vous laisse dire, ma ministre à l'époque, dit Madame, regardez comme c'est beau. Ah, dis donc, les beaux yeux bleus, les grands cils, on sauve tout de suite. Ah, c'est trop beau, Gilles, on va vous aider. Mais le vivant, c'est pas que ça, c'est ça aussi le vivant. Ah, alors là, ça va plus, là. Là, le député de Perpignan me dit, mais attends, Gilles, on n'a pas beaucoup de sous. Et il me dit, ton crabe aux yeux bleus, on le sauve, mais le machin à gros nez, là, ou le truc en bas s'appelle le rat taupe nu. On en a élevé, on en a à Paris. C'est grand comme ça, 35 grammes, ça vit 50 ans. Comment il fait ce truc aussi petit pour vivre aussi longtemps? Eh bien, il ne fait jamais de cancer. Cet animal est capable de gérer son vieillissement. Il arrête de vieillir à certains moments de sa vie. Alors c'est génial, écoutez, alors on va le séquencer, l'étudier.
et on va lui piquer ses gènes. Alors j'ai écouté. Moi, je connais pas de maman qui a envie de coller des gènes de ce truc à son bébé quand même, hein, parce que bon, faut quand même réfléchir un petit peu. Puis il est comme ça parce qu'effectivement, il vit comme cela. En déshydratation, tout à l'heure mon petit tardigrade, vous avez vu, il est capable de se déshydrater jusqu'à 90%. Les humains les plus déshydratés, c'est les records. C'est un coureur du Tour de France qui monte un col dans les Pyrénées au mois de juillet à 40 degrés. Ces types-là, ils font 60 kilos à 1,80 m. Hein. Ils perdent 12 kilos dans la journée, dans l'après-midi. Il faut qu'ils boivent. Lui, il perd 90%. Donc vous voyez que c'est essentiel. Donc il faut aller étudier dans le biomimétisme et d'aller voir comment ils font au lieu de les détruire, bien sûr. Alors si ce n'est pas des beaux ou des moches, c'est ça la biodiversité. Voilà. Et là, je reviens à mes levures de tout à l'heure. Mon pain, mon fromage, ma bière, tout ce que vous voulez. Si j'enlève le nickel des couverts là, et le verre des bouteilles, ce n'est que du vivant. Et la question, elle est là, c'est comment est-ce qu'on fait? On ne mange, je le répète, que du vivant, et vous allez voir, on ne coopère qu'avec du vivant. Et on ne peut pas faire autrement. Gratter une croûte de Cantal, c'est génial, ça grouille de trucs, et c'est super bon. Alors, on a fait de l'élevage. Vers 12 000 ans, l'humain commence. La chèvre, le chien domestiqué il y a 35 000 ans, la chèvre vers 12-15 000, les vaches vers 10 000, le cheval plus récemment, les poulets. Le dernier domestiqué, c'est le lapin. Le lapin ne vivait à l'époque, à 2500 ans, que dans le sud de la France et dans la péninsule ibérique. Il y en a partout aujourd'hui. Deux très jolis livres, Marc-André Sellos, qui était hier Jamais seul, que j'aime beaucoup, sur les arbres, et Éric Batteste, Un bébé humain à la naissance. Ben voilà, une goutte d'eau Tara, quand on part de l'Orient en 2009. On fait le tour du monde, on ramène ces séquences. Les tout petits points jaunes sont des virus, les moyens points jaunes sont des bactéries, et les gros points jaunes sont des protistes, des microalgues, des coccolithophoridés, des diatomées, des dinoflagellés. Et ça, c'est 98% de la biomasse de l'océan. Et quand on travaille que sur les baleines et les poissons, on oublie l'essentiel en fait. Hein. C'est ça l'océan. Et la vie est partie là-dedans. Regardez comme c'est joli, je vous ai mis ici là, une vue justement de dinoflagellés qu'on ne connaissait pas. Et là-dedans, quand on regarde ces micro-organismes, on a étudié 100 000 relations sociales entre des virus, des bactéries et des protistes, des microalgues. Il y a infiniment plus de commensalisme, de mutualisme, de symbiose et de coopération que de compétition. La clé de la survie de l'humanité, le plancton ancestral du démarrage de la vie, hein, nous le raconte, c'est la coopération. On ne pourra pas résoudre nos problèmes dans une situation perpétuelle de compétition. Un sol. Alors là, les sols, je me suis beaucoup battu aussi. J'ai migré, moi, du pays catalan au pays aquitain. Donc, c'est la viticulture française. J'ai beaucoup travaillé sur les sols de vigne. On continue en ce moment encore. Marc-André en parle merveilleusement. Hein. Un sol vivant, c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare. C'est 3,5 tonnes de micro-champignons. Qui les connaît? C'est des tardigrades, c'est des nématodes, c'est des colamboles, c'est des acariens, c'est des vers de terre. Ça, c'est un sol vivant. On a tué la moitié des sols de France. Tracteurs trop lourds, labourage trop profond, pesticides de synthèse qui ont détruit tout cela, en fait. Alors là, je suis rarement péremptoire, ce n'est pas mon style, mais si on veut nourrir 8 milliards d'humains, on doit impérativement ramener de la vie dans les sols. C'est absolument fondamental. Un océan vivant, c'est lui qui permet de stocker du CO2 et d'émettre de l'oxygène. Ce n'est pas l'eau de mer qui sait faire ça. C'est la vie dans l'océan. Un sol, c'est pareil. Et je reviens à mon utérus. Alors, en bas, le bébé va naître par les voies naturelles de la maman. Alors, on a séquencé l'intestin du bébé en rouge, là en haut, et en bleu, c'est le séquençage des microalgues de l'océan. On a un tiers d'ADN en commun avec le phytoplancton. On vient du même monde. 2 tiers avec une banane, avec une mouche. Alors quand vous mordez une banane sans aller lui demander est-ce que je peux te mordre, hein, mais si ça vous fait du bien, c'est parce qu'on appartient au même monde, admettons-le. L'humain est totalement fait d'eau, de cellules, et cette biodiversité microbienne, elle est fondamentale. Là, si jamais l'accouchement ne se passe pas bien, alors maintenant quand on fait des césariennes, on le fait depuis à peu près 20 ans, on fait un frottis vaginal à la maman, on reprend ce frottis et on le met dans la bouche et dans l'anus du bébé, c'est merveilleux. On l'a non pas contaminé, on l'a ensemencé des bactéries de la maman. Et on sait maintenant que si ça ne se passe pas bien, le gamin aura de gros problèmes, et à l'état adulte aussi. Quand j'écoute des hommes politiques, beaucoup ont eu des gros problèmes d'ensemencement bactérien de leur utérus ces temps-ci. Je leur dis, écoutez, je ne donne pas de nom, mais je vous laisse les deviner. Hein. Certainement, quand on dit les conneries qu'on peut raconter. Donc ça, c'est un écosystème merveilleux, bien sûr, l'utérus maternel.
Et ça, c'est votre lit ce matin, voilà. Tous. Et que vous dormiez tout seul ou à deux, ça marche, mon truc. Alors, moi, je fais des cours partout. Je vais dans les grandes écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce. Je suis à HEC, je suis à Sciences Po, je suis à l'école des mines, à Centrale Supélec, beaucoup. Mais j'aime bien aller aussi voir des petits quelquefois. Et je montre ça aux étudiants. Bon, ils trouvent ça un peu dégoûtant, vos trucs. Ça, entre 1 et 2 millions d'acariens par lit chaque matin, bien humides à 37 degrés, avec les humeurs produites pendant les activités nocturnes. Bon. Alors, à part quelques problèmes d'allergie hyper puissants qui sont beaucoup liés à l'alimentation maintenant d'ailleurs, ils mangent vos cheveux, vos poils, les cellules de la peau qui se desquament pendant la nuit, on frotte les draps. Et voilà pourquoi il faut aller voir les petits, parce qu'un petit garçon me dit un jour en CM2, mais alors Gilles, il me dit, mais quand je me lève la nuit faire pipi, j'écrase mes acariens quand je reviens. Génial. À Polytechnique, j'ai jamais ce genre de remarques. Hein. Et je lui dis non, ils sont trop petits. Et je vois ce petit garçon que j'ai rassuré de ne pas écraser des machins aussi moches. Et là, on a gagné. C'est ça la question du vivant et de la biodiversité, hein, dont il faut parler en permanence. Donc, on va regarder comment ils font et on va s'en inspirer. Regardez l'humain. Chauvet. J'ai eu 2 fois la chance d'aller à l'original de Chauvet. J'ai pleuré à chaque fois. Lascaux, c'est 20 000 ans. Chauvet, c'est 37, 38 000 ans. On n'a que 2 pigments à Chauvet, l'oxyde de fer. Et le noir, c'est simplement du charbon de bois, de la torche qu'ils ont écrasé sur le mur de la grotte. Là-dessus, on fait un superbe carbone 14, ça marche très bien. C'est la bonne échelle. Il y avait des lions en France, des lions, des panthères, des hyènes, des rhinocéros. Et quand Jean-Marie Chauvet révèle ça au monde, on est le 19 décembre 1994. Au début, on ne le croit pas. C'est merveilleux. Qui dessine comme ça? Et surtout, ça sert à quoi de faire ça? À rien du tout. C'est génial. Aucun animal n'aurait fait ça, hein. N'aurait jamais peint la grotte Chauvet. Aucun animal n'aurait ramassé la météorite d'Orgueil tout à l'heure. C'est ça l'humanité dans le système animal dont nous sommes issus. Et on est profondément animaux, les médecins le savent très bien. Alors, les plaies actuelles de l'écologie, c'est le productivisme agricole. C'est réglable, je pense, on va y parvenir dans les années qui viennent, mais qu'en ce moment, depuis 2 ans, là, c'est quand même pas terrible. L'eau, on est fait d'eau. Il faut vraiment la sacraliser quelque part, la garder. Pêcher, c'est bien sûr, pêcher, c'est stupide. Déforester, et le vivant s'en va. À un rythme d'à peu près de 100 à 1000 fois plus vite que si l'humain n'était pas là. La 7e plaie est compliquée, c'est le climat qui change trop vite. Et ça, on a mis du temps à s'en emparer. Et l'inertie est très grande. Hein. Et c'est ce que je dis souvent, il faut s'occuper du climat, évidemment. Hein. Freiner ce changement et puis s'y adapter. Mais si on veut des résultats immédiats qui vont rassurer les gens, il faut s'occuper du vivant. C'est très important. On va avoir des résultats très vite. Le vivant a une résilience. Mais n'oubliez pas une chose, on ne peut pas résilier si on est mort. Hein. Donc il va falloir résister au trauma et à l'agression. Et après, peut-être qu'on peut résilier finalement dans un second temps. Et par rapport au climat, c'est important. Avec le climat, on va manger moins de viande, c'est très bien. On va prendre moins l'avion, mais ça va encore changer un certain temps. Donc voilà la question posée par un géologue il y a 10 ans. Est-ce qu'on met en place les conditions de nouvelles crises d'extinction parce qu'on détruit et on pollue? On surexploite la pêche, la forêt, on transfère tout partout et le climat change trop vite. Et c'est là qu'on va intervenir, nous, avec ce salon qui est Biomime Expo, c'est comment on réagit intellectuellement, scientifiquement, philosophiquement à ce vivant qui est autour de nous, dont on ne peut pas se passer, je le rappelle très bien. Hein. Donc comment on prévoit à long terme? Climat, accès à l'eau, gestion des déchets spatiaux, nucléaires, stockage du CO2, évolution du vivant. Quel mode de gouvernance? C'est ça les vraies questions posées. Hein. Et ce sont tous les panneaux que j'ai vus ici pendant 2 jours, ici au salon d'Alain ici, et du CEBIOS à Biomime Expo. Et je rappelle le livre de Janine Bénius, qui, alors elle n'a pas inventé comment dirais-je, la bio-inspiration. Vinci disait en 1516, prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Voilà la philosophie, effectivement, de la bio-inspiration, du biomimétisme. Comprendre ce vivant, au lieu bêtement de le détruire, et s'en inspirer, pas le copier uniquement, s'en inspirer pour faire quelque chose. Je vais y revenir et terminer là-dessus. Alors, 3e exemple que j'aime beaucoup, Ératosthène, c'est un savant mathématicien grec qui vit en Égypte. On est 200 ans avant Jésus-Christ. Avec son copain, ils ont marché à pied du Caire à Assouan. Ils ont mesuré la distance, il n'y avait pas de carte Michelin à l'époque. Et puis, c'est un mathématicien géomètre merveilleux, il fait de la géométrie. Et le jour du solstice d'été, le 21 juin,
ils mesurent au même moment, donc en marchant, ils ont calculé la distance entre Assouan et puis le Caire. On parlait de physique tout à l'heure avec mon ami là-bas. Ensuite, ils mesurent l'ombre au sol à midi, le 21 juin, de l'obélisque, dont ils connaissent la hauteur, à Assouan et au Caire. Et Eratosthène calcule la circonférence de la Terre, très précisément, aussi bien que les mesures aujourd'hui de géodésie qu'on peut avoir. À quoi ça sert? À rien du tout, mais c'est génial. C'est là que l'humain est prodigieux. Aucun animal n'aurait fait ça. Vous comprenez mon émoi quand je rencontre des platistes aujourd'hui. Hein. J'ai écouté mon copain qui en parlait hier, la Terre est plate. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? À quoi servent les scientifiques hein? Devant un tel obscurantisme, même au Moyen-Âge, on savait que la Terre était ronde en fait. Hein. Donc Eratosthène nous calcule la circonférence de la Terre. Il va plus loin. Hein, au diable l'avarice et la pétuosité, il calcule sa masse et sa densité. C'est pas tellement trompé, c'est magique. Vous voyez pourquoi dessiner la grotte Chauvet, ramasser la météorite d'Orgueil, calculer la circonférence de la Terre, ça sert à rien du tout, mais c'est génial. Et c'est ça la marque de l'humanité, notre physiologie animale à laquelle nous appartenons. Alors, quelques exemples. L'essence participative, au muséum on en fait beaucoup, c'est de nous faire aider par les citoyens pour acquérir de la donnée. Parce que le type qui passe sa vie sur son étang pendant 30 ans à regarder les oiseaux ou les libellules, quand le député du coin va vouloir assécher la mare, croyez-moi qu'il va s'en préoccuper. Et quel est l'intérêt des participatifs? Ils sont partout et tout le temps. Ce que nous, scientifiques, on n'est pas, parce qu'on n'a pas les moyens de les payer comme ça. Hein. Et ça, c'est génial, parce que sur ce travail-là, 15 000 personnes ont travaillé pendant 18 ans. Et on montre que nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord en 18 ans, et nos papillons 114. Très puissants, très robustes scientifiquement. Pour un degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. Vous comprenez qu'on bouge beaucoup plus vite en mer que sur Terre. En gros, sur Terre, c'est 6 km par an en ce moment pour la faune du sol. Et tout à l'heure, je vous disais, pour les poissons, c'est 25 km hein, au large de Brest. Deuxième aspect, One Health, la santé publique, totalement liée à notre environnement. Il faut être fou, il faut être débile pour penser qu'en abîmant notre environnement, on n'aura pas de question de santé publique, bien évidemment. On est totalement lié, on ne mange que du vivant, on ne respire que de l'air qui est autour de nous, on ne boit que l'eau qui est autour de nous. Gardons ces aspects-là fondamentaux pour nous. Là, je vous ai mis donc les nouvelles maladies. On a 300 maladies nouvelles en France depuis 1940, qui n'existaient pas. Donc je vais enlever les maladies liées à l'âge. Hein. On vivait 35 ans de moins, il y a 50 ans en France. Et puis je vais enlever les maladies liées au changement climatique. Eh bien, si je les enlève, toutes ces maladies nouvelles, de nouveaux toxiques, de nouveaux polluants, le risque immunitaire, beaucoup d'auto-immunité, le risque métabolique lié à la température, et puis les nouvelles maladies, virus, bactéries, protozoaires, les maladies auto-immunes que j'évoquais, et puis de nouveaux arrivants, le tigre, le moustique tigre, n'existait pas. 50 cas de dingue endémique à Bergerac en 2023, jamais vu ça, de la leishmaniose dans les Pyrénées. En ce moment, on a 2 virus qui nous préoccupent beaucoup, le virus de Crimée-Congo transmis par une tique, et la maladie de Lyme aussi, qui est une bactérie, la borréliose de Lyme, transmise aussi par les tiques. Et on a plein de choses qui se passent en ce moment. On s'intéresse beaucoup au West Nile virus, qui vient d'Afrique centrale, qui affecte les humains et les chevaux. Et avec mon ami Denis Malvy, on a fait un criblage récemment des chevaux de Nouvelle-Aquitaine. On l'avait à l'avance, hein, on savait on allait trouver ça. En Saintonge, 8% de nos chevaux sont déjà contaminés par ce virus. Donc, alors, je ne suis pas là pour encore nous rendre d'avoir un peu plus peur de ce qui se passe. Hein. Ce n'est pas mon rôle. Vous connaissez la trouille, c'est de vous dire, voilà, faisons beaucoup plus attention. Et pour ça, il nous faut une forme d'exercice d'intranquillité où on va être beaucoup plus vigilant qu'on ne le serait. Mesure de culture de l'impact. Si je fais ça ou si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? One Health, c'est le programme qui est développé aujourd'hui. Maladie des humains. Maladie des animaux, maladie des écosystèmes. Ça, au niveau d'une région, ça marche maintenant de mieux en mieux. On commence à prévoir ce qui va se passer. Et puis je finis par notre biomimétisme chéri, ma chouchoute avec le tardigrade, c'est la libellule. Ce truc, il a 300 millions d'années. Il vole à 90 km/h avec 2 watts. 9 techniques de vol, des matériaux exceptionnels que vous avez vus ici sur les murs du Biomime Expo. Elle voit à 360 degrés, 300 images à la seconde. Et en accélération, j'ai un collègue qui est pilote de Rafale. Il me dit, le Rafale, quand il vire sur l'aile, on peut prendre 7-8 G l'accélération de la Terre. Il faut des abdos d'enfer. La souffrance est terrible. À 10 G, le Rafale, il se crache, ça coûte quand même cher. Hein. Et bien tous les jours, elle prend depuis 300 000 années 30 G par jour, tous les jours. Ben voilà, comment elle fait? Alors je suis allé faire une conférence
je disais ça à Alain, sur le Tonnerre, le bateau qui est le porte-hélicoptère de la Marine nationale à Toulon. Il m'a dit génial, mais mes boys là, de l'école navale de Brest sont ravis de t'entendre, mais il me dit j'ai quand même du mal à mettre 3 commandos d'infanterie de marine sur ta libellule. C'est pas du copiage, c'est vraiment s'inspirer de comment elles font. Puis voilà, ça c'est très CEBIOS, c'est Kalina qui m'a donné cette image, c'est magnifique. Hein. On l'a vu partout ici au cours de ces journées. C'est les matériaux du vivant, une toile d'araignée, des écailles de pangolin, la corne de rhinocéros, de la kératine. Vos ongles, alors je dis au type, rongez-vous les ongles, vous verrez si ça marche avec votre copine. Et je les vois 3 ans après, et la fille me dit, vous savez, professeur, ça ne marche pas du tout. Elle dit, ça ne marche pas mieux la corne de rhinocéros finalement. Donc c'est là qu'il faut qu'on revienne à de la science, pas à des opinions. Voilà, pour clore, un peu de philosophie avec Sri Aurobindo, qui écrivait ça en 1915, à l'époque où il n'y avait ni écologie ni écologisme. Et il allait plus loin. Et pour un biologiste comme moi, une transformation radicale, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle une métamorphose. Je vais réimpliquer ma glande thyroïde, là vous voyez un peu. Hein. C'est superbe. Et Edgar Morin, qui est mon maître à penser, qui va avoir 103 ans dans 3 semaines. Edgar dit que la Terre, c'est un vaisseau spatial à 4 moteurs. Science, technique, on l'a vu ici à Biomime Expo, économie et profit. Chacun de ces moteurs peut être très bénéfique pour l'humanité ou très délétère. Alors c'est vrai que le probable est quand même plus qu'inquiétant. Et je ne tombe pas du tout dans le catastrophisme, ni dans des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut qu'on redonne confiance aux gens en disant c'est compliqué, c'est difficile, mais il faut prendre le problème à bras le corps. Il y a toujours eu de l'improbable dans l'essor de l'humanité. Et Edgar nous dit on est homo faber, hein, on sait faire des choses. On est pas mal démence, on n'est pas encore sapiens. Et il disait au président Macron, il y a 2 ans, à force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Vous voyez, des mathématiques, de la chimie, de la physique, de la biologie, de l'écologie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la géographie et un poil de philosophie. Voilà nos acteurs. La science, donc il faut de la science bien sûr. La politique, laquelle, et je suis quelqu'un qui pense que la science écologique n'est pas du tout l'apanage des seuls écologistes. Hein. Tous les partis politiques devraient faire de l'écologie scientifique. Vous, les citoyens et les ONG, les sciences participatives et les entreprises. Et c'est là que souvent, on dit souvent au niveau du CEBIOS, un chercheur, un ingénieur, une entreprise. Et c'est ma dernière image, Alain, pour te rassurer. Qu'est-ce que fait ce vivant que nous ne faisons plus ou qu'on n'a jamais fait? Le vivant innove en permanence pour tous, y compris pour les gilets jaunes. Le vivant, il utilise, et est utilisable vraiment par tous quand on fait des innovations, évidemment. Ce vivant fait tout avec une grande parcimonie d'énergie. Vous avez vu ma libellule tout à l'heure. Et ce vivant, il ne produit jamais une substance qui va l'auto-empoisonner. Il fait de très violents poisons. Un venin de cône, c'est terrible, mais il sait le dégrader, en fait, ce système vivant. Alors que nous, on produit des déchets, on les met à la décharge, que ni l'humain ni le vivant ne savent dégrader. Il y a toujours un acheteur gratuit pour nos déchets, en fait, dans la nature. Ça, c'est magique. On arrête de mettre à la décharge. Et pour ça, il faut, on en a parlé avec Alain, de l'éco-conception, bien sûr. Hein. Le vivant travaille dans des conditions ambiantes, pas de pression élevée, pas de température élevée. Il travaille avec les éléments abondants, le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène. Et puis de temps en temps, un poil de sélénium. Ça ne marche pas sans sélénium, mais un fifrelin. Ça, c'est génial. Quand on parle d'IA, des fois, ça m'inquiète un petit peu parce que demain, le rubélium, l'iridium, on va le trouver où hein? Des choses qui sont extrêmement rares dans l'écorce terrestre. Donc voilà ma conclusion. On arrête cette économie stupide et suicidaire qui consiste à gagner de l'argent, à faire du profit, en détruisant ou surexploitant cette nature vivante. Et c'est vrai qu'on a vu que ces 3 éléments que sont effectivement One Health d'un côté, l'essence participative et la bioinspiration sont essentiels. Et pour ça, il faut tuer 3 défauts de l'humain hein, pour faire de la vraie bioinspiration. On l'a souvent dit, de l'humilité, on tue l'arrogance. On arrête l'imprévoyance, bien sûr, hein, on a une culture de l'impact. Et puis on arrête aussi la cupidité. L'arrogance est surtout masculine. Le problème des femmes, c'est qu'elles sont amoureuses de mecs arrogants, donc c'est quand même pas terrible, quoi. Donc aujourd'hui, comment on fait? Et je crois que justement, ce qu'a fait Alain depuis quelques années, et ce qu'on fait avec le CEBIOS, on est en plein là-dedans. Nous émerveiller. Il n'y a rien de plus merveilleux que ce vivant. Et il faut le raconter à des enfants en école maternelle, ce petit garçon qui me parle des acariens. Merci pour votre attention.
Voilà, je crois que Gilles a tout dit, évidemment. Merci beaucoup, Gilles. Mille merci à vous tous pour être venus, pour avoir participé, contribué d'une manière ou d'une autre à cette édition spéciale Biomime Expo 2024. On est très heureux d'avoir proposé, évidemment, tout ce contenu, mais je rappelle que c'est une œuvre collective, comme la vie. Et donc, je voudrais évidemment terminer en remerciant notamment les différents partenaires qui rendent cet événement possible, parce que, encore une fois, c'est une affaire d'équipe. L'avenir est un sport d'équipe, hein, il faut bien avoir ça en tête, et sans oublier que la nature est notre véritable championne et notre meilleur coach et partenaire si on veut gagner le match. Aucune chance de gagner le match contre elle, évidemment. Donc merci à nos partenaires qui rendent cet événement possible, notamment dans les partenaires. Il y a certains partenaires qui aident à financer une partie de l'événement. Vous les voyez ici à l'écran, donc merci particulièrement à eux. Et Gilles l'a rappelé, et nous on est très fiers de ça. Dans ce collège, dans cet équipage, il y a du public, il y a des privés. Tout le monde est important, tout le monde est utile, et notamment l'acteur économique. Merci aussi aux partenaires médias et qui sont affichés ici, et notamment à France Info qui nous a offert des spots radio et qui s'intéresse au sujet et qui traite le sujet également à l'antenne depuis quelques temps. Et c'est important que les médias s'emparent de cette approche du biomimétisme qui est une approche réjouissante de l'écologie et qui ouvre des perspectives d'avenir. Merci également aux partenaires qu'on appelle les partenaires réseau. Chacun peut contribuer d'une manière ou d'une autre, donc merci aussi aux partenaires réseau qui s'associent à l'événement, qui aident à le faire connaître, même si on a encore beaucoup de boulot. Il y a encore beaucoup de choses à mieux faire connaître et on aimerait que cet événement continue à grandir, même s'il a passé une étape cette année. Donc appel à toutes les bonnes volontés, à tous ceux qui veulent contribuer à la suite, toute l'année et aux échéances de Biomime Expo. Merci infiniment à tous les exposants qui aussi ont joué le jeu. Ça prend du temps, ça nécessite de l'énergie, des ressources, un peu de sous, de participer à tout ça, de venir avec des matériaux, de venir avec des maquettes. Et c'est toujours assez, comment dire, émouvant, pour tout vous dire, de se rendre compte que cette petite idée que j'ai eue il y a quelque temps de créer cet événement fait bosser beaucoup de monde pour la préparation des jours J. Donc merci infiniment à tous ceux qui ont bossé et qui sont venus vous proposer ce showroom de l'innovation et construire ce riche programme. Donc merci infiniment à tout le monde qui était là et qui a aidé à la réalisation de cet événement. On va faire une photo de famille dans une seconde, mais je voudrais particulièrement les citer. Je voudrais remercier la formidable équipe. On est une petite équipe. Donc cet événement, il est créé par mon agence conseil qui s'appelle New Corp Conseil. Okay, mais c'est une petite agence et cet événement, c'est un peu un ovni dans le paysage des événements tels que vous les connaissez. D'abord parce que ce n'est pas un événement qui a été commandité par un grand donneur d'ordre, public ou privé, et parce que c'est un événement, voilà, comme je l'ai dit, collégial et collectif. Et puis un peu familial aussi, vous allez voir. Donc d'abord, c'est très important et je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Je voudrais qu'on remercie et qu'on applaudit. Elle est toujours discrète, toujours au fond, toujours backstage. Élodie Maginel. Élodie Maginel est la directrice de production de l'événement Biomime Expo. Ça ne pourrait pas être possible sans Élodie. Élodie se charge de tous les points logistiques notamment. Les exposants l'ont bien en tête. Ils savent à qui il faut demander une rallonge électrique ou comment déposer une œuvre qui fait 2 tonnes d'un récif artificiel en biobéton et qui est livrée 3 heures trop tôt, donc c'était pas prévu, etc. Je vous passe les détails. Donc énorme merci à Élodie Maginel pour tout le formidable boulot qui est fait. Merci infiniment à Olivier Floch qui est là. Qui a le talent de dénicher des pépites exposants ou intervenants. Énorme merci pour Tristan Repolt qui est au fond là-bas. Super stagiaire
qui j'espère se souviendra de son stage de fin d'études chez New Corp Conseil. Il est génial, études d'ingénieur à l'université Léonard de Vinci. J'ai dit stage de fin d'études, je vous le recommande, d'accord? Merci à Aurélie Vastin, je ne sais pas si Aurélie est là, mais elle a tenu le stand New Corp, c'est notre directrice conseil sur des missions de conseil en RSE, parce qu'on ne fait pas que Biomime Expo. Donc merci à Aurélie qui les entendra à distance. On n'est pas une très grande équipe, mais je veux oublier personne et j'en ai encore pour une seconde. Alors, elle était à distance, mais elle a géré de main de maître le challenge étudiant Mia Tahan. Merci beaucoup, qui n'a pas pu être là, qui était designer, qui bosse sur certaines missions pour New Corp, qui est aux Émirats, diplômé du master NC Les Ateliers. Et je vous en parlais dans une autre plénière, Mia est à fond sur la fresque du climat aux Émirats Arabes Unis, et elle témoigne de là-bas que, y compris là-bas, ça bouge sur ces questions-là, donc c'est bien, c'est super. Merci beaucoup à Karine Weber qui s'est chargée des Learning Expeditions. Elle n'était pas là aujourd'hui, mais c'est très intéressant et très important pour nous. Il y a beaucoup de groupes, enfin il y en a de plus en plus d'année en année, qui viennent à Biomime Expo, parce que c'est toujours plus sympa de découvrir quelque chose d'un peu original et innovant et pas forcément très connu, en groupe. Donc merci à Karine Weber d'avoir organisé ces visites de groupe. Karine n'est pas là, mais on peut l'applaudir aussi. Merci beaucoup. Il est là, il est au fond. François Mieli, merci beaucoup d'avoir géré les relations avec les speakers. Merci, il n'est pas là, il est à Berlin, à Édouard Duvernay, qui a fait cette charte graphique 2024, magnifique et déclinable à souhait. Et comme je vous le disais, parce que cet événement est un petit peu une passion, comme vous l'aurez remarqué, et bien forcément c'est une affaire aussi de famille. Et donc merci beaucoup à mon épouse Catherine Renaudin, évidemment. Et à nos pauvres 4 garçons qui sont bassinés de biomimétisme depuis un certain nombre d'années, mais qui qui bossent beaucoup pour Biomime Expo. Donc s'il vous plaît, Hugo, qui était là hier, Thibaut, qui est là-bas, Gauthier, qui est je ne sais pas où, et le 4e, Géraud, le plus jeune, qui est toujours là, merci Géraud, qui devait avoir 8 ou 9 ans au premier Biomime Expo et qui poinçonnait déjà les billets à l'entrée. Donc merci beaucoup, voilà, j'en ai terminé. Écoutez, la suite dépend de vous. Et donc à bientôt, à l'année prochaine. On fait une photo de famille en fait. On fait une photo de famille. On va tous aller, avant qu'il pleuve, je ne sais pas ce qui va se passer. On va tous aller se mettre sur l'herbe là et on fait une grande photo tous ensemble. C'est Thibaut qui va prendre la photo. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée.